Professeur Tarek Hartani, bonjour. Bonjour. Alors, la science et la technologie pour une agriculture durable, performante et productive, un plan quinquennal est mis en place à horizon 2028. Comment se décline ce plan puisqu'il a été réparti en deux zones, nord et sud? Professeur Hartani. Ce plan se décline de la manière suivante. Nous savons bien que la problématique dans le nord et dans le sud pour la production des céréales n'est pas la même en raison des conditions climatiques. Donc ce plan se décline en deux défis des objectifs et des actions. Ces défis-là, dans le nord, il s'agit donc d'augmenter la productivité, c'est-à-dire les rendements de 50% à court terme, c'est-à-dire de passer de 20 quintaux à 30 quintaux à l'hectare. Et dans le sud, il s'agit donc de beaucoup plus d'augmenter les superficies de 40 à 50 000 hectares jusqu'à 500 000, voire 1 million d'hectares à moyen terme. L'eau, c'est un aspect déterminant pour bien sûr booster cette agriculture céréalière, professeur Hartani. Effectivement, l'eau, source de vie, l'eau, c'est le moteur du développement pour l'agriculture du Nord. Donc il s'agit notamment de valoriser tous les points d'eau. Il y a environ 500 retenues collinaires, dont une bonne partie n'est pas en bon état, mais disons que le blé a besoin de 30 mm 3 fois pour produire. Donc si on utilise les 30 millions de mètres cubes que l'on peut récolter dans les points d'eau dans le nord, on peut faire quelque chose. Idem pour le sud, donc il y a la problématique de l'eau, donc nous devons utiliser au moins un volume d'eau minimal pour produire les quelques 3 millions de tonnes que l'on ambitionne. Donc le sud est devenu un espace incontournable. Oui, c'est une réserve stratégique en termes de production de blé, parce que elle s'affranchit de l'aléa climatique. Il suffit de bien gérer les aspects agrotechniques. Alors la qualité des semences, certains experts déplorent aujourd'hui que les variétés locales ne sont pas suffisamment ou pas du tout productives et résistantes à la chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez aussi dans ce plan pour l'amélioration de la qualité des semences pour avoir des rendements supérieurs à ceux que nous avons actuellement, puisqu'on n'a pas décollé des 17 millions d'hectares, des 17 quintaux à l'hectare? Effectivement, les semences sont un objet de recherche actuellement, et je connais pas beaucoup de chercheurs algériens qui travaillent dans des laboratoires, des living labs, pour disons, conférer aux semences des propriétés de tolérance, de résistance au sel, aux maladies et à la sécheresse. Nous avons également des projets de coopération internationaux pour pouvoir développer ce type de propriété, parce que les variétés locales, comme on le sait, elles sont productives dans des niches, elles ne peuvent pas être étendues dans tout le territoire du Nord par exemple, et donc les biotechnologies sont l'outil idoine pour arriver à des variétés résistantes et productives. Aujourd'hui, le défi, c'est de produire de ces variétés-là et d'avoir, en quelque sorte, une plus large diversité des variétés. Parce que nous tournons pratiquement avec 3-4 variétés de blé, c'est insuffisant. Imaginez-vous qu'on utilise pratiquement les mêmes variétés de blé dans le nord et dans le sud, alors que les conditions naturelles ne sont pas du tout les mêmes. Mais est-ce que vous êtes en train de travailler sur cet aspect-là de façon concrète au niveau de vos centres de recherche, professeur Hartani, puisqu'aujourd'hui on associe la science, on change de fusil d'épaule, on aborde les questions avec plus, c'est-à-dire d'objectivité et de technicité? Le train est déjà en marche sur ce point-là. Nous avons, par exemple, déposé au niveau du Centre national de contrôle des semences, des demandes d'agrément pour 3 variétés de blé et 3 variétés d'orge depuis 2019 pratiquement, pour tester et avoir en fait l'agrément pour multiplier de nouvelles variétés. Mais nous avons aussi des propositions de collaboration avec des pays étrangers pour développer des variétés, parce que nous avons besoin de nouvelles variétés et nous avons besoin de conférer aux agriculteurs qui sont l'acteur principal des guides d'utilisation de ces semences. Par exemple, comment il faut fertiliser, combien et où, etc. etc. Alors, les moyens agricoles doivent aussi accompagner cette stratégie à l'horizon 2028 que vous allez rendre publique prochainement, au mois d'octobre prochain. Mais, professeur Hartani, est-ce que vous êtes fixé des étapes de la période, bien sûr, de la boursements, à la période de récolte, à la période aussi de stockage des semences, parce que c'est des produits hautement stratégiques et fragiles à la fois?
Oui, en fait, l'aspect matériel agricole est primordial dans tout ce qu'on dit pour parce- réussir cette pour politique? réussir cette politique. Nous savons que la tendance mondiale actuelle, c'est la raréfaction de la main-d'œuvre agricole, mais l'intensification vient via les technologies, via le matériel agricole performant. Nous devons développer des semoirs et des appareils pour la fertilisation adéquate avec notre topographie, c'est-à-dire nous avons beaucoup plus dans le nord des terrains où il y a des sols où il y a du calcaire et des sols fragiles avec des terrains accidentés. Dans le sud, par contre, ce sont des grands espaces pour lesquels il faut imaginer, concevoir. Il y a un réel travail d'engineering et de start-up à lancer sur ce domaine-là. Mais qui doit accompagner ces aspects un peu aujourd'hui de moyens stratégiques, professeur Hartani, c'est le ministère de l'Agriculture, celui de l'Industrie, puisqu'on a vu les deux sont associés dans cette nouvelle dynamique. Moi, je pense que c'est un travail collectif qu'il faut initier, multisectoriel. Nous avons, à l'échelle de notre comité de réflexion, cette vision multisectorielle qui doit, à mon avis, se prolonger pour pouvoir accompagner, vérifier et surtout suivre l'exécution des recommandations. Euh, ce travail-là, parce que chacun a besoin de l'autre en fait. Hein. Quand on veut faire, on a besoin de faire des analyses fréquentielles de pluie pour connaître le scénario climatique ou anticiper sur les accidents climatiques par exemple. On a besoin également de l'industrie pour les engrais. Nous avons besoin également de l'énergie pour voir la rentabilité par exemple des énergies classiques par rapport aux énergies renouvelables au niveau des grandes exploitations agricoles isolées. Donc tout ça, c'est un travail de combinaison qui doit se décliner au niveau local par zone agroécologique. Là où il y a le plus de potentiel, on doit mettre le plus de moyens. Alors, vous mettez en place aujourd'hui ce plan quinquennal que vous allez dévoiler dans quelques jours, pratiquement au mois d'octobre prochain. Est-ce que vous avez fixé les premières étapes par lesquelles on doit impérativement passer? Comment ça va se faire à horizon 2028, professeur Hartani? Et est-ce que aujourd'hui, si on associe par exemple la science et la recherche, est-ce que cela entend ou sous-entend que l'on change d'approche? On n'est plus dans l'approximation, mais dans la précision, c'est-à-dire avec des données et avec des objectifs qui doivent être atteints. Oui, il faut en fait professionnaliser tout ce qu'on fait. Le travail doit être conduit de manière sérieuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs, je connais beaucoup d'investisseurs en agriculture qui ont subi des pertes faute d'encadrement technique adéquat. Il faut aider en fait cette profession disons, à recruter ou à travailler avec le corps technique des ingénieurs. Nous pensons également qu'il faut développer des startups pour pouvoir effectuer certains travaux agricoles communs, c'est-à-dire mutualiser des moyens donc au niveau d'une wilaya ou d'un territoire donné, par exemple dans le nord, à Sétif, à Bouira, à Tiaret, etc. Alors, vous avez été mandaté par le président de la République au mois d'avril dernier pour bien sûr exercer ou effectuer ce travail de recherche pour mettre en œuvre tous les moyens technologiques qui permettent de booster le secteur agricole, notamment en ce qui concerne bien sûr ce produit hautement stratégique qui est les céréales. On n'est plus dans l'approximation mais dans la précision. Est-ce que vous avez des données par rapport aux projections que vous fixez aujourd'hui, professeur Hartani, sur les rendements Oui, et oui. Alors, en fait, le plan quinquennal, il y a un plan d'action 2023-2024 et ensuite 2024-2028. Donc, si on fait le total, ça fait un quinquennal, donc pratiquement de octobre 2023 jusqu'à juin 2028. L'idée, c'est d'arriver quand même dans le nord à 5-6 millions de tonnes de blé par an et dans le sud jusqu'à 3 millions de tonnes. Donc, ceci passe bien sûr à court terme par augmenter le rendement donc de 20 à 30 quintaux, de 20 jusqu'à 30 quintaux à l'hectare dans le nord, en moyenne, si ce n'est pas à 40 quintaux. Donc je pense que c'est très possible s'il y a une gestion rationnelle, s'il faut faire si l'on fait ce qu'on doit faire.
Et dans le sud, par contre, il faut absolument qu'on arrive à une moyenne de 60-70 quintaux à l'hectare. Il ne faut plus se contenter du 40 quintaux à l'hectare, parce que dans ce cas, on travaillerait à perte et ça serait de la dilapidation de la ressource naturelle. Mais faire ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Suivre bien sûr le plan que vous avez mis en place, puisque les 30 quintaux à l'hectare, on en parle depuis pratiquement 2007-2009, avec la première crise du PEC qu'on avait connue avec l'Égypte, et ça n'a pas pour autant évolué des 17 quintaux l'hectare. Comment l'expliquer, professeur Hartani? Comment mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'on retombe dans les mêmes travers? En fait, au niveau local, il y a des incohérences ou peut-être parfois un manque de coordination, c'est-à-dire que le désherbage, il faut l'augmenter à court terme de 50%. Il faut également encourager les nouvelles rotations, c'est-à-dire qu'il faut interdire par exemple de faire blé sur blé, mais il faut faire blé sur légumineuses ou blé sur culture industrielle. Donc il faut vraiment insister là-dessus pour pouvoir assurer année après année une augmentation de la productivité du mètre carré de sol ou du hectare de sol. En quelque sorte, abandonner la jachère. Abandonner la jachère, oui, oui, oui. Il faut la remplacer. Nous avons besoin des légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, etc. Et c'est très faisable. Alors, est-ce que dans cette stratégie que vous mettez en place, vous associez aussi les premiers concernés, les céréaliculteurs, impérativement, leur décliner ce plan pour qu'ils puissent s'associer à cette nouvelle dynamique et cette vision nouvelle? Et changer bien sûr de méthode de travail. Nous conseillons vivement d'associer les acteurs, c'est-à-dire les agriculteurs sur terrain. Nous, en tant qu'établissement de formation et de recherche, nous sommes pratiquement chaque semaine en relation avec les agriculteurs, mais il faut multiplier ça par toutes les zones céréalières. C'est-à-dire nous avons alhamdoulilah, donc des universités à travers le territoire national qui font de l'enseignement agronomique. Ce qui caractérise cette rentrée universitaire, c'est que nous passons pratiquement d'un système licence-master en agronomie au système ingénieur 5 ans. L'ingénierie, il faut la développer, il faut laisser l'ingénieur exercer son métier de conception et de conseil. C'est ce qui se fait dans tous les pays qui ont réussi au niveau de la céréaliculture et de l'agriculture en général. En clair, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent aujourd'hui avoir comme conseillers des ingénieurs agronomes. Oui, effectivement. C'est inévitable. Alors vous dites nous conseillons, nous orientons, nous mettons en place une politique. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos ce matin, professeur Hartani, que votre mission elle est quasiment finie à partir du moment où vous rendez public votre plan quinquennal à horizon 2028, où vous continuez à faire le suivi de ce travail sur le terrain? En fait, ce travail a été donc initié suite aux orientations de Monsieur le Président de la République, mais ensuite... En avril dernier. En avril dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur nous a chargé donc d'établir une feuille de route ou une stratégie. Cette stratégie, donc, elle est mise sur papier, elle est partagée par les membres, et puis elle demande donc, dans son exécution, donc, à être mise en œuvre. Il est proposé donc que ce comité puisse faire du suivi et en fait du conseil itinérant et éventuellement donc nous ferons une séance de dissémination dans le nord, une séance de dissémination dans le sud et en associant tous les acteurs locaux et puis nous sommes à la disposition des pouvoirs publics, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources en eau, de l'énergie, du transport, etc., pour produire des résultats palpables, qui puissent servir en fait les organismes de développement. Si on suit aujourd'hui scrupuleusement votre plan quinquennal, on va obtenir des résultats? Oui, normalement, on doit obtenir des résultats si on arrive à avoir une bonne semence, de bonnes variétés, si on désherbe correctement, si on irrigue, si on fertilise au niveau, parce qu'il y a un manque important de fertilisation, même quand il pleut. Si on continue avec des pratiques élémentaires, on n'arrivera pas à produire ce que l'on souhaite, c'est-à-dire les rendre au niveau que l'on souhaite. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Tariq Hartani, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Tariq Hartani, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Bien sûr, on a mis en place ce plan quinquennal pour booster les céréales sur instruction du président de la République. C'est devenu une filière hautement stratégique et on voit les prix qui sont pratiqués sur les marchés internationaux et aussi
aussi la rarification de cette denrée hautement importante pour la consommation des Algériens. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Vous avez décliné, bien sûr, les aspects les plus importants sur lesquels vous avez travaillé par rapport, bien sûr, à la question de l'irrigation, les terres aussi céréalières, que ce soit au nord, au sud, sur la question aussi de la qualité et les variétés de semences. Est-ce que aussi, parallèlement, ce plan a été quantifié sur le plan de la finance? Est-ce qu'on sait combien ce plan va coûter pour sa mise en œuvre? En fait, ce plan n'est pas un package, c'est un certain nombre de... En fait, ce plan se divise en trois aspects. Il y a des aspects, en quelque sorte, au niveau de comment lever des contraintes naturelles par rapport à nos sols et nos eaux. Il y a un aspect sur agrotechnique, donc tout l'itinéraire technique, comment faire pour l'améliorer. Il y a également un aspect socio-économique, donc c'est tout ce qui concerne, par exemple, les contraintes foncières, les contraintes d'électrification, les contraintes liées donc au stockage, à l'accès aux parcelles céréalières, etc. Sur le plan de la quantification, la plupart des mesures que nous proposons, ce sont des mesures d'optimisation de la ressource financière. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, actuellement, dans la région de Mnia, donc là où il y a de l'eau douce à faible profondeur, où on pratique la céréaliculture de manière intensive, nous utilisons des pivots à 30 hectares avec des distances de 800 mètres entre les deux pivots. Nous proposons quand même d'aller vers des pivots de 50 hectares pour rentabiliser les superficies de terre, c'est-à-dire d'exploiter au mieux les assiettes foncières qui sont délivrées. Donc un pivot, ça revient à 20 millions de dinars avec son équipement électrique, la pompe, l'énergie pour la rotation, les réglages, etc. Il y a donc un certain nombre de mesures simples à faire pour gagner beaucoup en productivité du sol. Alors, vous parlez aujourd'hui des moyens techniques et technologiques, modernes aussi, pour améliorer les rendements. Vous avez parlé de l'apport un peu des startups. L'électrification via, bien sûr, les énergies renouvelables au niveau du sud du pays, cela pourrait être beaucoup plus rentable par rapport à la productivité et le niveau des rendements au niveau de ces régions qui sont hautement stratégiques également. Professeur Hartani. Oui, l'électrification coûte cher à l'État. C'est pourquoi nous proposons quelques solutions, soit des énergies renouvelables, soit du GPL, qui est une énergie relativement propre et moins chère. Dans certaines situations, c'est possible, donc on doit le faire. Moi, je pense qu'il faut aller vers des techniques hybrides d'approvisionnement en énergie des parcelles agricoles dans le sud. Et aussi, en fait, il faut aller vers une efficacité énergétique par rapport à la production du blé. Il y a donc certains agriculteurs qui y sont déjà, donc avec d'énergie photovoltaïque, on peut faire tourner un pivot. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui coûte le plus cher, donc c'est le câblage. Donc c'est le nombre de kilomètres de câbles qu'il faut ramener pour relier des parcelles de blé avec les pivots. Mais est-ce qu'il faudrait aussi passer de mini-passerelles céréalières à de grandes superficies en associant bien sûr certains pays qui sont aujourd'hui leaders dans ce domaine-là pour profiter aussi de leur savoir-faire? Professeur Hartani, est-ce que l'agriculture aussi doit s'ouvrir à l'investissement étranger impérativement pour augmenter les rendements, faire comme font tous les pays à travers le monde? Rien n'interdit, disons que l'ouverture vers l'international pour améliorer la situation de notre secteur céréalier. Il y a des pays effectivement qui ont réussi. Je donnerai l'exemple pour l'agriculture pluviale, la Turquie, l'Inde. Ce sont de grands pays céréaliers qui ont réussi l'autosuffisance. Nous ambitionnons d'aller également vers l'autosuffisance. Nous avons effectivement de grandes parcelles dans le sud et dans les hauts plateaux. Le problème, c'est l'eau, mais l'eau, il faut le gérer de manière rationnelle. Il y a une question de technologie agricole, c'est-à-dire du matériel agricole adapté pour le semis et les différents travaux agricoles.
Nous devons également, moi je pense, introduire de l'agriculture intelligente, c'est-à-dire tout ce qui est photographie aérienne, technologie spatiale, pour connaître, enfin, identifier à l'avance les possibilités de maladies, les possibilités d'échaudage du blé et pouvoir réagir à temps. Alors, aujourd'hui, vous parlez de l'autosuffisance. Est-ce que cette autosuffisance est possible dans notre pays, professeur Tariq Hartani, ou alors elle est quasiment impossible puisque vous avez certains experts qui vous disent aujourd'hui que la superficie arabe n'est pas des plus importantes au niveau de la région déjà nord de l'Afrique et au niveau, par exemple, de tout le bassin méditerranéen. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Si on prend bien sûr en considération la superficie arable, elle est à peu près de 8 millions d'hectares à travers tout le territoire national et la céréaliculture occupe l'équivalent de 3 millions d'hectares. Bon, l'autosuffisance en blé stricto sensu, peut-être qu'elle est contrainte par la superficie, mais il y a en fait, si on arrive à introduire des pratiques agricoles vertueuses, je veux dire par là des cycles de rotation avec les légumineuses et les cultures industrielles, nous pouvons par un système de compensation arriver à une relative autosuffisance, en tout cas beaucoup moins de tension par rapport au marché mondial, 480 dollars par exemple la tonne pour le blé dur, ou autour d'eux, hein, et pour le blé tendre, pareil, donc plus de 350 dollars la tonne. Donc il faut absolument aller vers une optimisation des potentialités existantes. Notre pays est là, il ne va pas bouger, donc nos terres, il faut les valoriser. Nous avons dans le nord des terrains calcaires, des terrains accidentés Qu'on peut récupérer. qu'on peut récupérer. Il faut arrêter le labour systématique, il faut aller vers un, un- un- un labour léger avec la pratique de l'élevage. L'élevage pour augmenter le taux de matière organique dans nos sols et augmenter la productivité. Nous n'avons pas fait ce qu'il faut faire jusqu'à présent pour aller vers de bons rendements. C'est-à-dire aller vers des moyens aussi naturels qui préservent l'environnement. J'allais vous poser cette question par rapport aux produits chimiques. Certains considèrent que nous les utilisons sans aucune rationalité. C'est le Oui. cas ou pas le cas, professeur Hartani? Aujourd'hui, il va falloir mettre en place un règlement qui spécifie les quantités qui doivent être introduites pour éviter de polluer les sols. Oui. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir des guides d'utilisation des semences et des guides d'utilisation des engrais chimiques. Actuellement, il y a des recommandations qui sont émises par les organismes de développement actuels qui dépendent du ministère de l'Agriculture, qui sont plus ou moins suivies, mais qui manquent en fait. Il faut updater, c'est-à-dire qu'il faut introduire les produits de la recherche dans ces recommandations et aller faire du suivi. Tous les pays, nous avons eu des échanges avec des chercheurs de pays étrangers qui ont fait de grandes performances au niveau céréalier. Ils procèdent de cette façon. Alors, il faut s'inspirer des modèles de pays qui ont réussi dans ce domaine-là. Professeur Hartani, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que un point qui est très important, c'est la maîtrise de l'eau avec des partenaires internationaux pour augmenter les capacités de stockage et les réseaux de distribution, comme l'ont fait certains pays qui ont réussi quand même ce défi aujourd'hui, puisqu'ils ont connu des crises et des manques et ils ont réussi à les combler. Vous avez l'exemple de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, la Turquie. Vous avez aussi l'Inde que vous avez cité tout à l'heure, vous avez Oui. aussi Cuba. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers ce type de modèle? Bien sûr, ce qu'il faut en fait, c'est valoriser au maximum toute goutte d'eau qui arrive. Nous appelons cela l'eau verte. Cette eau verte, donc, c'est le piégeage de l'eau, la collecte des eaux de pluie, soit dans des retenues collinaires. Donc, nous en avons un certain nombre dans l'est du pays, au centre du pays et à l'ouest du pays. Le blé n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour produire. Il a besoin d'un peu d'eau à des moments précis de son développement pour pouvoir aller vers ces 30 ou 40 quintaux à l'hectare que l'on ambitionne. Je suis tout à fait d'accord avec l'avis de cet auditeur. Alors c'est une filière aussi très lucrative puisqu'on a vu les prix qui ont flambé, qui ont passé bien sûr du simple au triple. Est-ce qu'il va falloir aussi investir en conséquence pour pouvoir nous économiser de l'argent? Parce que ce qu'on importe est aussi consistant et ça nous coûte énormément d'argent. On va économiser cet argent-là au profit de la production, c'est-à-dire inverser la tendance. Au lieu Oui. d'importer, cet argent, on la verse dans la production et l'amélioration des rendements.
Oui, en fait, c'est un dosage entre donc l'importation et l'investissement dans la production. C'est clair qu'on ne va pas arrêter l'importation du jour au lendemain. Oui, de toute façon, il faut avoir des réserves stratégiques. Nous avons, en fait, par des calculs statistiques, de l'historique donc des productions des dernières années, nous sommes dans une moyenne avec des années de sécheresse, malheureusement, mais il est possible d'anticiper. Donc, ce qu'on demande, en fait, aux gens du savoir, c'est d'anticiper sur les situations futures, avoir des modèles bioéconomiques et biophysiques capables de nous dire que à terme vous allez arriver, par exemple, au lieu d'être à 3 millions de tonnes par année, nous avons arrivé à 5 millions dans une année, à 6 millions dans 2 années, etc. Et sachant que nos besoins actuels sont autour de 8 à 9 millions de tonnes de blé par an. Alors, dans l'agriculture, on investit énormément. Il y a l'équivalent de 100 milliards de dinars qui sont investis annuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir aussi que l'État s'implique davantage pour financer davantage l'agriculture, de telle sorte, bien sûr, à mettre en place tous les mécanismes qui permettent d'améliorer les rendements, le système de goutte à goutte, par exemple, équiper les superficies en moyens techniques et technologiques et également électriques pour pouvoir, pour que les agriculteurs puissent travailler et augmenter la qualité de leur rendement. Effectivement, dans notre comité, nous proposons déjà d'avoir des vitrines de ce que vous dites, c'est-à-dire des illustrations à travers certaines fermes pilotes céréalières. Mais Euh, pourquoi rester juste au niveau des fermes pilotes? Pourquoi ne pas euh, l'élargir à toutes les fermes? toutes les fermes, Commencer en oui, même temps oui, oui. De toute pour façon, avoir des résultats rapidement. mais Parce qu'on passe tout le temps par des fermes pilotes et c'est souvent des fermes pilotes qui durent sur la durée qui et dure qui sur ne la donnent durée. pas, voilà, de résultats Effectivement, escomptés. on pourrait avoir une vision plus large, c'est-à-dire, Il faut être ambitieux, professeur Hattani. je suis d'accord avec vous, soyons ambitieux et optimistes également. Oui. Euh, Alors, qu'est-ce que vous proposez sur le plan, bien sûr, de l'accompagnement de l'État en termes de financement? En termes de financement, il faut en fait que les aides de l'État arrivent aux bénéficiaires finaux. L'agriculteur, par exemple, qui prend des risques dans son investissement en achetant du matériel qui coûte cher, en achetant des semences, en achetant des intrants, on doit l'accompagner pour minimiser le risque, sachant que le problème d'assurance vis-à-vis des risques majeurs n'est pas totalement, disons, pris en charge, notamment par rapport à la sécheresse, elle n'est pas prise en charge. Euh, alors il faut accompagner l'agriculteur pour ne pas être dans ces situations-là. Alors, mais vous dites que les aides doivent arriver à leur destinataire. Elles n'arrivaient pas par le passé, c'est ce que vous voulez dire indirectement, professeur Hattani? Je voulais dire que les aides n'arrivaient pas toujours à temps. Par exemple, les produits fertilisants, les semences en quantité voulue. Vous vous rendez bien compte que la fertilisation est en déficit souvent de 50%, c'est-à-dire dans les parcelles où il y a déjà eu du semis, etc. Donc c'est un problème qu'il faut prendre en charge assez vite. Alors, vous avez aussi un autre aspect qui est important en termes d'accompagnement. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans le secteur de l'agriculture, beaucoup d'investissements aussi financiers pour accompagner les agriculteurs, mais ils ne sont pas suffisamment perceptibles. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les moyens que nous utilisons ne sont plus adaptés avec la conjoncture actuelle? Il faut impérativement aller vers une agriculture moderne et dynamique, c'est-à-dire ne plus rester sur une agriculture traditionnelle. Effectivement, il faut aller vers une agriculture moderne et nous proposons également de créer une structure Intensive. intensive, accompagnée d'une structure de transfert des produits de la recherche vers le terrain. Il y a beaucoup de résultats qui sont précieux, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas diffusés, qui ne sont pas appliqués. Donc, tout le problème, c'est comment aller apporter ces produits, ces informations précieuses aux agriculteurs concernés. Mais comment aujourd'hui s'adresser aux agriculteurs, professeur Hartani? On se souvient, durant les années 70, même 80, il y avait des espaces de communication via les médias, par exemple la télévision ou la radio nationale, où on apprenait aux agriculteurs des méthodes nouvelles d'irrigation, par exemple, ou d'électrification, ou alors, par exemple, l'utilisation des semences. Est-ce qu'il faudrait revenir à ce type de pratique, ou alors il va falloir réaliser c'est-à-dire des centres
d'études au niveau de toutes les localités à travers tout le territoire national, ou alors c'est les chambres de l'agriculture qui devraient s'occuper de ce travail? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question? Qui devrait s'adresser directement aux agriculteurs pour leur apprendre ces méthodes modernes? Aujourd'hui, l'avantage que nous avons par rapport à ces années-là, c'est l'introduction des nouvelles technologies de communication. Donc, il faut beaucoup d'agriculteurs sont à jour au niveau de la communication. Le problème, en fait, c'est dans le lien qui existe entre ces agriculteurs et la source de communication. Effectivement, faire des documentaires, avoir un centre, une vulgarisation agricole puissante et territorialisée, parce que les problématiques sont souvent locales par rapport au développement, par exemple, de nouvelles techniques d'irrigation, de fertilisation, à quel moment il faut faire la récolte, et la prévention par rapport à des maladies qui pourraient arriver, comment lutter contre les mauvaises herbes. Je pense qu'il faut avoir des centres régionaux et développer aussi ces métiers-là au niveau local. Les métiers intermédiaires entre l'ingénieur et l'agriculteur, il faut les développer au niveau régional. Alors, vous avez aussi plusieurs questions des auditeurs aujourd'hui, professeur Tariq Hartani. Alors, cette question qui vous dit également, l'irrigation, parfois, il faut 10 ou 15 autorisations à des prix titanesques pour pouvoir aussi aller vers la réalisation des moyens qui permettent d'irriguer les superficies agricoles. Est-ce qu'il va falloir aussi, dans cette dynamique que nous connaissons, puisque nous sommes dans un contexte de débureaucratisation des actes d'investissement et bien sûr pour augmenter les rendements, mettre fin à ces pratiques administratives qui verrouillent parfois ou même décourage l'investissement dans le domaine agricole, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine agricole et c'est un secteur extrêmement lucratif et créateur d'emplois. Effectivement, moi je partage totalement cet avis, c'est qu'il faut lever les contraintes administratives pour permettre aux agriculteurs. Il n'y a pas plus malheureux que d'avoir un agriculteur céréalier devant une retenue d'eau et qui ne puisse pas l'utiliser pour des raisons administratives. Donc il faut simplifier. Donc, même les forages sont réglementés. Oui, même les forages sont réglementés, parce que c'est un moyen de gérer la pénurie d'eau, mais il faut qu'il y ait une gestion raisonnée. Alors, vous avez aussi autre question. Nos souches, bien sûr, sont dépassées. Les Égyptiens, les Libanais, les Syriens ont des souches qui sont rentables à moins de 300 mm de précipitation. Et nous, on continue avec des souches qui datent d'avant l'indépendance et durant l'indépendance. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, puisqu'on l'a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction? Oui, c'est l'un des... En fait, le ministère de l'Agriculture a initié une banque de semences et une banque de jeunes dans le but de développer des souches, disons, plus productives. Mais je le redis encore une fois, il y a un travail d'investigation et de recherche qu'il faut mener pour arriver à développer, par exemple, de l'orge ou du triticale dans des régions adaptées, avec un zonage agroécologique adapté pour pouvoir valoriser, donc je dis bien à chaque fois, la goutte d'eau qui arrive du ciel. Alors, autre question qui est aussi d'actualité, nous parlons bien sûr de cette sécurité alimentaire, c'est devenu un enjeu international, c'est une question aussi de survie pour les États et les nations, et nous avons vu les prix qui sont pratiqués, et ça touche bien pratiquement toutes les filières, vous en parliez hier, par exemple de la filière viande, blanche et rouge, on parle également des fruits et légumes, qui en connaît une hausse sur nos marchés, on parle également des légumes et des légumes secs. Je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est primordiale, est-ce qu'il faut exploiter toutes les terres agricoles existantes actuellement à leur niveau maximal, qu'elles soient des terres privées ou des terres de l'État, professeur Hartani, puisque nous avons vu que certaines terres sont totalement abandonnées parce qu'elles appartiennent à des privés. Et est-ce que c'est un crime aussi de laisser des terres à l'abandon dans le contexte actuel? Oui, oui, nous prenons en fait une utilisation écologiquement intensive des terres. Selon la vocation, donc il y a l'agriculture de montagne, l'agriculture de plaine, l'agriculture et on a un pays qui a beaucoup de richesses et potentialités. Oui, c'est un pays continent où il y a une grande diversité agroécologique qui reste à explorer également. Je pense qu'il y a un potentiel à développer à court terme et à long terme, et que en fait les jeunes diplômés des universités auront l'occasion, je l'espère, d'exploiter.
Est-ce qu'il faut encourager les ingénieurs agronomes à investir impérativement dans l'agriculture, leur donner des superficies de terre pour qu'ils puissent les cultiver, professeur Hartani? Parce que nous avons vu que certains agronomes se convertissent vers d'autres activités que l'agriculture. Oui, en fait, ils sont libres en fait, de choisir leur métier, mais en gros, en fait, nous assistons également, à l'inverse, à des investisseurs qui ne sont pas des ingénieurs agronomes et qui ne recrutent pas d'ingénieurs agronomes et C'est des bailleurs de fonds. c'est des bailleurs de fonds et qui n'arrivent pas à exploiter leurs terres correctement. Il faut rendre le recrutement des ingénieurs agronomes une obligation pour ceux qui exploitent les terres agricoles, professeur Hartani, pour accompagner bien sûr sur le plan technique et technologique. Effectivement, et puis encourager également les ingénieurs agronomes à travailler en groupe, que ce soit dans des bureaux de conseil, pour rendre service aux investisseurs et puis les aider, parce qu'il y a des investisseurs qui investissent des milliards dans du matériel agricole et dans des produits et dans des intrants, mais qui n'arrivent toujours pas à arriver à dépasser les 50 quintaux à l'hectare, et ceci est bien entendu malheureux pour eux. Et bien sûr recruter des étudiants universitaires au lieu de les abandonner au chômage. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit les terres des comités du Nord, au Nord, le Mustathmarat et le Filahia sont à l'abandon et les bénéficiaires ne produisent presque rien. On arrête quand, c'est-à-dire d'avoir cette vision un peu socialiste dans le domaine agricole. Aujourd'hui, l'avenir, c'est la sécurité alimentaire du peuple. Il faut changer de vision totalement. Effectivement, Et d'approche. et le conseil majeur que je donnerais en fait par rapport à ces terres abandonnées, il faut planter des arbres. L'arbre, c'est la solution qui nous permet, disons, d'atténuer les effets du changement climatique, les effets négatifs, et de se préparer aux années suivantes pour pouvoir avoir des terres productives. Il ne faut plus qu'il y ait des terres abandonnées. Si les terres sont abandonnées, il y a des arbres rustiques qui puissent être d'une valeur inestimable pour notre économie et notre environnement. Alors, ne plus toucher aux terres agricoles, c'est important également, c'est-à-dire pour l'urbanisation, professeur Hartani, puisque nous avons dit, nous avons quand même 8 millions d'hectares qu'il faut impérativement, au niveau des régions du Nord, qu'il faut Oui. impérativement préserver. Oui, je suis pour la sanctuarisation de ces terres agricoles, c'est-à-dire que leur vocation doit le rester, sauf cas de force majeure, et pour garantir aux générations futures une sécurité alimentaire et au pays une souveraineté alimentaire. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, si on se réfère à certains exemples des pays qui ont réussi, est-ce qu'on devrait nous inspirer un peu quasiment de ces modèles, à voir par exemple les Argentins, comment ils ont réussi. Ils donnent quelques exemples, bien sûr, les Brésiliens, les Vietnamiens, les Canadiens et même les Américains pour un programme de développement économique de notre agriculture afin d'encourager la croissance créatrice d'emplois et de richesses avec un transfert de technologie pour une meilleure rentabilité et sécurité alimentaire. Oui, le dénominateur commun en fait de tous ces pays-là qui viennent d'être cités par l'auditeur, c'est que en fait chaque pays a développé son propre modèle de développement agricole. Nous sommes pour l'ouverture et la coopération dans le domaine de l'agriculture pour donner plus de chances à notre milieu, à notre pays, de produire de bons rendements. Alors, vous avez une question pratique pour l'auditeur qui vous dit « Je souhaite investir dans le sud du pays. Comment faire face au stress hydrique alors qu'au nord, l'Algérie, nous vivons une sécheresse et la rareté des pluies. Comment ramener l'eau pour irriguer les céréales au Sahara ?» Professeur Hartani, de façon concrète dans le plan que vous avez décliné. En fait, il faut s'adresser au niveau de l'ODAS, donc l'Office des terres agricoles sahariennes et industrielles, pour obtenir donc une concession de terre, autorisation de forage, et puis il y a une aide de l'État qui est prévue pour investir et produire. Alors, vous avez aussi cette question qui revient et qui est toujours d'actualité, c'est notre modèle de consommation qui est basé sur certains produits, comme par exemple la pomme de terre, la baguette de pain, c'est ce qui nécessite aujourd'hui l'importation des quantités importantes de céréales, et bien sûr il y a par ricochet aussi le gaspillage. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'on soit, c'est-à-dire astreint à ce modèle de consommation? Est-ce qu'il faudrait le changer alors que nous sommes un pays méditerranéen normalement? C'est les produits jachères. Plutôt les produits maraîchers, excusez-moi.
Oui, en On fait, devrait consommer de la tomate, de l'oignon, du poivron. oui, en fait, notre modèle alimentaire, en fait, a glissé vers la consommation de farine blanche. Bon, il y a des facteurs explicatifs. La subvention de ce produit-là a encouragé un peu ce phénomène. Et malheureusement, sur le plan sanitaire, ça se répercute par certaines pathologies qui portent préjudice à la santé de la population. Donc, il faut encourager effectivement la consommation de végétaux, de produits frais. Nos grands-parents consommaient certaines herbes que l'on ne connaît plus, que nos enfants ne connaissent plus aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation et d'information à faire au niveau public. Alors, avec les changements climatiques, est-ce qu'il n'est pas temps de réorienter l'agriculture vers le sud du pays? Rapidement sur la question, la dernière de l'auditeur. Le sud du pays est un réservoir stratégique pour la production des céréales. Et il faut impérativement l'exploiter. L'exploiter de Et manière rapidement et de manière rationnelle. On en parle depuis 3 ans. Ouais. Professeur Tarek Hartani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Je vous Au revoir, remercie. bon courage.